L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien Madame Besma Belbedjaoui, fondatrice de Plasticycle Algérie et experte en gestion des déchets. Besma, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous à Radio M. Ça fait longtemps qu'on souhaitait vous avoir avec nous pour votre expertise dans l'économie circulaire, l'économie durable. On se rate souvent. On était à Bruxelles il y a moins de 15 jours pour EU Med for Business. On va expliquer à nos amis auditeurs de quoi il s'agit. Exactement. Moi, pour faire une couverture journalistique, vous, en tant que porteuse de projet, experte dans le recyclage et entrepreneur, et on ne s'est pas croisés. Oui. Oui. Pourtant, Bruxelles, c'est pas si grand. C'est pas si grand. L'activité était très intéressante. Vous allez nous en dire déjà un mot. Il s'agissait de quoi exactement ? Alors, de mon activité ou de cet événement qui a mis en scène, je l'explique rapidement, des experts européens, des porteurs de projets et des entrepreneurs dans la zone MENA, le voisinage sud de l'Europe, dans le jargon de l'Union européenne, pour essayer de faire le point sur l'entrepreneuriat et sur les opportunités d'entrepreneuriat dans l'avenir. C'était ça. Exactement. En fait, il y avait 100 participants. Des différents pays de la région MENA, donc le voisinage sud. Donc il y avait l'Algérie, la Tunisie, Libye, Maroc, Syrie, Jordanie, Palestine, et donc ils ont parlé des opportunités d'investissement, le climat des affaires d'investissement dans ces pays-là. Éventuellement, ils ont fait, nous, autant qu'entrepreneurs, on a fait partie. Il y avait des économistes, il y avait des journalistes en économie, il y avait des institutions financières, donc européennes, et tout ce beau monde s'est réuni justement pour débattre des opportunités, des obstacles d'investissement dans ces régions-là. Alors, dans ce beau monde, il y avait des entreprises qui ont bénéficié d'appui des programmes européens pour développer leur business. C'est pas le cas de Cycle. Non, c'est pas mon cas en fait. C'est pas le cas de Plasticycle Algérie, mais effectivement, il y avait le volet SwitchMed, donc qui aidait en fait les entreprises, les startups de cette région-là pour justement lancer leurs projets en finançant que ce soit matériel ou Alors, j'ai assisté à la séance inaugurale où le commissaire européen à la politique régionale et à l'intégration européenne, M. Johannes Hahn, a fait une intervention. On l'a même interviewé pour Radio M et Maghreb émergent un peu plus tard. On dit qu'il y a quand même plus de difficultés à faire émerger des startups dans nos régions du Sud, peut-être un peu plus d'ailleurs en Algérie. Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment qu'en discutant avec vos partenaires des autres pays de la zone MENA et les Européens ? Franchement, on est meilleur que les autres pays de la région MENA, franchement. C'est-à-dire que l'Algérie a su quand même, la jeunesse algérienne a su quand même créer pas mal de micro-entreprises, de start-up très innovantes dans différents domaines. Donc on a aussi parlé de la digitalisation de ces start-up-là, justement pour aider à un développement national et international. Les autres pays timidement, mais il y en a aussi des start-up. L'Algérie. C'est pas l'impression qu'on a quand on découvre là, parce que il y avait un direct avec le Caire, il y avait un direct avec Tunis. Effectivement, il y avait pas l'Algérie. Il n'y avait pas l'Algérie, donc il y avait la Tunisie, le Maroc, oui. La Jordanie et l'Égypte. Il n'y avait pas l'Algérie.
Je sais pas, on est peut-être comme ça, des fois on communique pas énormément sur ce qu'on fait peut-être. Et même en termes d'absorption des aides européennes pour ce type d'entreprise innovantes, on capte plus dans ces pays qu'en Algérie. Exactement. Nous, l'Union européenne, les subventions de l'Union européenne pour l'Algérie sont parmi les dernières en fait. Les très très peu de subventions sont. Alors je le rappelle au passage pour nos amis auditeurs, les subventions européennes, c'est un volet du pacte de l'accord d'association. C'est-à-dire que le démantèlement du tarifaire qui permet aux produits européens de rentrer en Algérie, une des contreparties, c'est de soutenir des entreprises nouvelles en Algérie par des subventions européennes. Exactement. Et c'est un volet auquel Alger, pour des raisons qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, renonce beaucoup, ou aussi il n'y a pas de subvention. Alors dans votre cas, c'est l'ANSEJ. Alors dans mon cas, c'est l'ANSEJ, c'est étatique, l'ANSEJ a subventionné mon idée en 2011-2012. J'ai lancé l'entreprise Plasticycle qui fait du recyclage des traitements de déchets plastiques essentiellement pour les transformer en matière secondaire. Alors on va venir dans un moment à votre expérience extrêmement intéressante dans le recyclage. C'est quoi la tendance en ce moment au niveau européen pour la zone MENA, les entreprises? Il y a eu des phases de mode pour telle ou telle filière, telle ou telle opportunité d'investissement. Aujourd'hui, c'est plutôt la digitalisation. Alors, bien sûr, la digitalisation, c'est très très important donc dans toute la région MENA, même dans le monde, mais également l'économie circulaire et l'économie durable. Donc, c'est la tendance mondiale et c'est pas uniquement la tendance de notre région ou de notre continent. En fait, il faudra penser et aller vers une économie circulaire et de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors, c'est quoi exactement une économie circulaire? Alors, l'économie, d'abord, il faudra comprendre c'est quoi une économie linéaire. Donc, c'est un produit, c'est une industrie ou autre service qui commence d'un produit, d'une matière première pour passer vers un produit et produire des déchets. Donc c'est très très basique, c'est matière première, produit fini, déchets. Et là, en commençant par l'idée que la matière première, elle est abondante et elle est toujours là. Du coup, on a énormément de déchets et on ne pense pas à comment gérer nos déchets. L'économie circulaire, c'est l'opposé. En fait, c'est tout à fait une autre vision du concept de l'économie. Et c'est de produire un déchet qui va être réinjecté dans la même économie ou dans une autre, dans la même industrie ou dans une autre industrie. Avec une idée qui vient avant, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Donc l'économie circulaire, c'est pas d'essayer juste de produire un déchet qu'on peut recycler. Exactement. C'est déjà de prévenir la non-production de déchets. Donc c'est essayer le maximum par prévention de ne pas produire de déchets. Ensuite, de produire un déchet qui peut être recyclé ou réutilisé. Donc, et là, on a l'éco-conception qui rentre en jeu. Et à la fin, on aura un déchet qui va être soit recyclé, soit acheminé vers une autre industrie pour qu'il soit un produit primaire ou une matière première. Voilà. Alors, ça, c'est la tendance. Elle existe depuis quelques années quand même. C'est vers le voisinage sud, entre guillemets, de l'Europe que ça a du mal à s'implanter. Oui et non. Parce que même eux n'arrivent pas aussi à adapter le concept réellement. Il faut pas non plus les prendre. Leur avance n'est pas si. Non, elle n'est pas si grande que ça. Et en fait, le pays le plus avancé, on a l'Allemagne. On a le Danemark et la Suède, le Danemark. On a aussi le Japon. Mais sinon, l'Europe n'arrive pas à s'adapter au concept réellement. Et c'est dû à quoi? C'est dû au lobby industriel qui en plus a gagné à continuer de rester dans le linéaire. Exactement. On a toujours le lobby de matières premières.
on a le lobby industriel et qui font des résistances aussi. Et on a aussi le concept qu'on a, nous, autant qu'Algériens et Africains, de dire que l'environnement ou tout ce qui touche à l'environnement va freiner l'industrie et va freiner l'économie. En créant des surcoûts. Exactement, alors que c'est faux, et c'est cette idée-là, cette pensée, ces pensées-là qu'on veut changer, et se dire que bien au contraire, choisir une économie circulaire, c'est augmenter son chiffre d'affaires, c'est faire des économies sur la matière première et éventuellement sur la gestion de nos déchets quand elle sera très payante, un jour ou l'autre. Très bien. Et est-ce qu'il y a des champions que vous avez pu croiser dans ce forum à Bruxelles il y a quelques jours, des champions de la région qui pourraient être un modèle à suivre? Franchement, enfin. Le champion, c'est le champion. Non, pas du tout. Loin enfin, c'est pas ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, tout entrepreneur est champion dans sa catégorie. Parce que déjà, le fait d'entreprendre, c'est prendre le risque de faire quelque chose où très peu de gens y croient. Et là, c'est énorme. Et on a énormément en Algérie de petits champions, croyez-moi. Alors, j'ai en particulier assisté à la séance finale où vous avez voté avec une application des recommandations. Oui. Vous les avez organisées par ordre de priorité. Selon vous, quelles étaient les priorités que vous avez choisies? Alors franchement, moi, j'ai choisi les priorités d'investissement pour tout ce qui est projet entrepreneuriat social. Donc tout ce qui est entrepreneuriat qui touche la société et il y a des bénéfices économiques, bien sûr, mais qui touchent beaucoup plus la société et le cadre environnemental et social. J'ai voté aussi pour des startups, pour l'aide aux startups, pas aide financière, mais plutôt une aide technique pour la gestion, tout ce qui est gestion d'une Vous startup. trouvez qu'il n'y a pas assez d'incubateurs ou que c'est un métier de l'incubation qu'on ne soutient pas? Exactement. Il y a très peu d'incubateurs en Algérie et même l'ANSEJ, quand elle offre le financement d'une start-up, c'est très bien, mais il n'y a pas le suivi technique et le suivi du marché de cette start-up. Donc, finalement, les start-up algériens se retrouvent dans la problématique de comment vendre notre produit, comment commercialiser notre service, et le marché n'est pas réglementé, c'est un peu l'anarchie un peu partout, et du coup la start-up a une espérance de vie quand même qui n'est pas très grande. Oui. Alors, on a bien compris que ce sont des thématiques importantes. Vous avez vu que les Verts ont fait une percée durant les élections européennes, et donc les thématiques d'une planète, voilà, une planète durable et faire attention à l'environnement, c'est quelque chose qui est en train d'aujourd'hui de monter sérieusement. Oui. Enfin, en fait, même en Algérie, le secteur de l'écologie, en fait, tous les chercheurs, les experts, les spécialistes de l'écologie sont là. On est une communauté assez importante quand même en Algérie. On essaye de travailler ensemble, d'aller vers la prévention et d'aller vers l'information, c'est-à-dire informer le grand public et informer la gouvernance de l'importance de l'économie circulaire, de l'importance de l'environnement, parce que l'environnement, notre Algérie, on n'a qu'une. On ne pourra pas léguer une Algérie avec une faune et une flore contaminées, avec des nappes phréatiques contaminées, avec des déchets, avec des métaux lourds, une Sahara contaminée avec des déchets pétroliers, etc. Donc c'est pas possible. On peut pas faire l'autruche et continuer vers l'ignorance de notre environnement. Et on voit par exemple, il y a une page Facebook d'ailleurs qui montre la capture d'animaux en Algérie, à Ouadsouf, et ils sont des animaux protégés. Oui. On voit carrément qu'il les capture, qu'il les tue pour les vendre leur peau, etc.
La réglementation algérienne est très claire. Il y a des animaux en voie d'extinction qui sont protégés et il y a des peines pour ça, pour le braconnage, etc. Mais c'est pas appliqué. On ne comprend pas pourquoi l'environnement est aussi peu protégé. Et si mal vu, disons. Oui, on n'aime pas l'environnement, je ne comprends pas. Alors, vous faites à Plasticycle Algérie du recyclage, vous recyclez quoi exactement et c'est quoi votre modèle économique? Alors, mon modèle économique, il est très simple. Donc, tout ce qui est déchets plastiques, éventuellement, essentiellement du PET, du polyéthylène tétraphthalate. Donc, la bouteille d'eau, elle est collectée grâce à un réseau de collecte et acheminée vers l'entreprise qui lave, broie et granule cette matière, et donc on aura de la matière secondaire réutilisable dans l'industrie textile, emballage, etc. Et on ne traite pas uniquement du PET, on traite aussi du polyéthylène, donc du PE, du polypropylène et du polystyrène, donc un peu de... Alors, est-ce qu'il y a un seuil critique, une masse critique de traitement de déchets qui rend une boîte profitable en dessous de laquelle elle n'est pas profitable? Est-ce que vous avez suffisamment en fait de déchets collectés? C'est des entreprises en fait avec des moyens bien précis, disant qu'il y a les petites, les moyennes et les grandes entreprises dans ce secteur-là, comme dans tous les secteurs. Donc on a des entreprises très petites qui font par exemple du 50 kilos par heure de traitement de déchets. Il y en a qui font du 300 kg/h, il y en a qui font du 1000 kg/h et 2000 kg/h. Donc, selon les capacités... 1000 kg/h, ça fait 1 tonne par heure. Exactement. Et donc, selon la capacité... Et vous êtes dans la catégorie? On est dans les 300-350 kg/h. Donc, on est une... Intermédiaire. Exactement. Donc, je parlais de la collecte, elle se fait comment? C'est quoi le réseau? Alors, c'est un réseau de collecteurs. Essentiellement, c'est des collecteurs informels parce qu'ils sont pas il n'y a pas une attirance vers le côté formel, et de facto aussi le déchet n'est pas facturé, on ne peut pas le facturer, donc je ne vois pas comment ces entreprises peuvent aller vers le formel, et donc c'est des collecteurs qui collectent les déchets en amont du centre d'enfouissement technique, donc bien avant que le déchet soit mis en décharge, et donc c'est des déchets plus ou moins propres, parce que là aussi il y a un cahier des charges sur les déchets, vous payez pas de la même façon des déchets propres ou pas propres? Non, ça dépend de la qualité et le prix. Donc le prix et la qualité fait que le prix augmente ou baisse. Et donc... Vous êtes combien d'acteurs dans le recyclage? Une dizaine, disons, de recycleurs. Les collecteurs sont beaucoup plus nombreux. Alors, une dizaine, j'imagine qu'à Bruxelles, on a dû vous dire par rapport au PIB de l'Algérie, par rapport à la production de déchets dans la région d'Algérie, ça reste faible. Oui, ça reste faible. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on est les meilleurs, on n'est pas les meilleurs partout. Hein. Oui, on n'est pas les meilleurs partout. Heureusement, parce que sinon, on n'aimerait pas se développer non plus. Mais c'est vrai que... Et c'est dû à quoi, ce retard? Alors... franchement, c'est dû à un manque de vision stratégique du secteur, clairement. Les entreprises ne sont pas structurées parce que tout simplement, il n'y a pas une attractivité du secteur. La loi qui date de 2001 n'est pas revue, n'est pas opérationnelle actuellement, et du coup le déchet lui-même, il faut savoir qu'il y a une bourse internationale du déchet, donc le déchet se vend à l'international à des prix bien précis, à qualités bien précises. En Algérie, c'est un peu le marché, l'offre et la demande, et le marché informel qui détermine le prix. Mais vous gagnez bien votre vie avec cette activité. Il y a pas, est-ce que vous avez... Il y a des jours oui, il y a des jours non. Parce qu'il n'y a pas de demandeurs? Non. C'est un problème de débouchés? C'est un problème de produits matières premières. Ça, c'est la collecte. Ça, c'est la collecte. Il n'y a pas toujours les quantités qu'on souhaite. D'accord. Il n'y a pas toujours la qualité qu'on souhaite et au prix qu'on souhaite.
Donc il y a des fois de l'inflation. D'accord, ça bouge là aussi. C'est comme le poulet, quoi. Exactement. Donc c'est des prix qu'on ne comprend pas. Et qui les définit? Ça se définit, c'est au jour le jour, c'est au jour, au mois. Le mois de Ramadan, il y a plus d'eau, donc on a le prix qui va légèrement baisser. Parce qu'il y a plus de bouteilles. Il y a plus de bouteilles. L'hiver, c'est comme ça. Hein, c'est pas, on n'a pas des prix. Et du coup, à l'international aussi, on peut pas vendre notre PET. Pourquoi? Parce que on n'a pas de laboratoire de contrôle qualité de nos déchets. Donc on n'a pas... Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire, si les collecteurs ne peuvent pas vendre à l'étranger, ça veut dire qu'ils sont obligés de vous vendre à vous. Et si vous... Alors non. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises étrangères qui se sont installées en Algérie et du coup, ils raflent toute la matière, tout le déchet et ils l'exportent eux-mêmes. D'accord. Et nous, les petites entreprises algériennes, on n'est pas protégés pour acheter nos propres déchets. Pourquoi? Parce que les déchets, généralement, des centres d'enfouissement technique sont vendus aux enchères, au plus offrant. D'accord. Donc, si une entreprise a un bon cash flow, elle peut miser plus qu'une entreprise algérienne pour 1 dinar de plus et elle rafle toute la marchandise. 1 dinar sur la tonne ou sur le kilo? Sur le kilo, disons. D'accord. Voilà. Et on n'a plus de... notre marge, c'est beaucoup plus... Donc ça, c'est le problème en amont. Et en aval, une fois que, on va dire, vous avez eu un bon mois avec suffisamment d'intrants à transformer, les clients sont là. Les clients, pas toujours aussi. Pourquoi? Parce que l'industriel algérien n'est pas, il n'y a pas une stimulation pour l'achat de la matière régénérée. C'est-à-dire que vous, industriels par exemple, je ne vous obligerai pas à utiliser 30% de votre matière plastique en matière recyclée. Et vous allez préférer acheter du 100% vierge. Donc moi, autant que recycleur, je ne pourrais pas vous vendre. Et là, vous faites allusion à la possibilité, donc, dans la nouvelle loi, d'obliger, pour protéger la nature et soutenir l'économie circulaire, d'utiliser 30% de matière recyclée. Exactement, de solliciter. Bien sûr, ça doit être... Obligé, c'est une incitation. Ça serait comment? Obligé, je ne dirais pas obligé directement. Mais leur faire comprendre que s'ils utilisent 30% de matière recyclée, ils auront une diminution d'impôt sur un impôt quelconque ou l'impôt sur l'environnement. Ça peut se jouer sur la TVA, par exemple. Exactement, ça peut se jouer sur plein de... ça c'est côté... Qui sont vos clients? Alors, nos clients, c'est généralement ceux qui fabriquent tout ce qui est rembourrage de polyester, la ouate, le cordage, ceux qui font du cordage plastique, etc. Et là, ils rachètent le granulé. Même ceux qui font l'emballage externe, donc les barquettes d'œufs, etc. C'est à partir de bouteilles recyclées. Et ça, sur le plan des normes sanitaires, c'est valable quand c'est au contact d'une matière alimentaire? Là, oui. En normes sanitaires, ça va parce que c'est externe. Par contre, pour la bouteille d'eau, il y a un très grand problème parce que pas mal de recycleurs, quand ils recyclent le granulé de PET ou la paillette de PET, ils peuvent être vendus à un producteur de bouteilles d'eau et donc il y aura éventuellement une contamination de la bouteille en matière recyclée non adaptée à l'alimentaire. D'accord, parce que là, il faut adapter à l'alimentaire. Exactement, il faudra du rPET, donc du PET bottle to bottle, donc du recyclé, qui demande un équipement beaucoup plus important, beaucoup plus cher et beaucoup plus performant. Et j'imagine que personne ne fait encore en Algérie. On ne le fait pas dans toute l'Afrique. Personne n'a pris cet investissement en charge dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, parce que c'est un équipement qui demande un très gros budget et aussi il faudra assurer l'approvisionnement de matières premières pour une telle unité et aussi la réglementation algérienne ne permet pas de faire du bottle to bottle encore. Alors, qu'est-ce qui peut faire décoller réellement, démarrer cette économie circulaire qui est basée donc dans un de ses maillons sur le recyclage? La collecte des déchets ménagers, déjà, au départ, ça peut faire résoudre le problème de la collecte. Oui. La séparation. Déjà,
Il faut savoir qu'on a plusieurs déchets. Hein. Déchets ménagers, déchets dangereux, déchets hospitaliers. Là, c'est vraiment un très grand volet de traitement de déchets. Pour les déchets ménagers, il faudra commencer par là et les fragmenter en deux parties, l'organique et le solide. Donc l'organique pour faire du compostage ou de la biomasse, du biogaz, etc. et du solide pour faire du tri sélectif, donc de la valorisation par recyclage ou par réutilisation. Voilà. Et ça, c'est très simple. Pourquoi ça n'a toujours pas été engagé? Toujours manque de vision, manque de stratégie, manque d'application aussi. Et il faudra savoir que on est dans une stratégie d'État où on privilégie les centres d'enfouissement technique depuis très longtemps. Donc, on a à peu près une centaine de centres d'enfouissement technique en Algérie, qui pour la plupart sont soit des centres d'enfouissement technique, soit des décharges contrôlées. On a un énorme problème d'exivia. Donc, l'exivia, c'est le jus de déchets, donc qui est déversé un peu partout dans les oueds, dans la Méditerranée ou dans la nappe phréatique. Donc, déjà, on n'arrive pas à contrôler ces centres. Ça, on peut le résoudre par le compostage, hein. Exactement. Ça, on n'arrive pas à contrôler nos centres d'enfouissement technique et on va vers la construction de centres d'enfouissement technique. Aussi, les terrains manquent. On n'aura plus de terrain bientôt pour construire. Et c'est des solutions à très court terme. Il faudra penser à des solutions à long terme, donc à des centres de traitement de déchets beaucoup plus performants. Pas forcément beaucoup plus cher, mais beaucoup plus performant, adapté à chaque région. Parce que l'Algérie, c'est un continent, hein, c'est un pays continent. Le sud, c'est pas comme le nord, l'est, c'est pas comme l'ouest. Et selon le nombre d'habitants, il faudra choisir les différentes techniques et procédés de traitement de ces déchets-là. Alors, vous avez appris des choses à Bruxelles. Vous avez aussi rapporté votre expérience. Vous en avez une en Algérie. Est-ce qu'il y a la même qualité de dialogue avec les pouvoirs publics? Quand il y en avait, hein, je ne parle plus de ce gouvernement. Quand il y en avait, c'est toujours de l'écoute. On est écouté, mais il n'y a pas l'application. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'êtes encore pas organisé? Peut-être qu'on est, je sais pas. Professionnellement, j'entends. Professionnellement, oui, je suis d'accord, parce que dès qu'on s'organise, on voit beaucoup plus de résultats, mais aussi parce que peut-être qu'on n'arrive pas à valoriser la jeunesse algérienne, on n'arrive pas à valoriser nos compétences et qu'on incite, on ramène des semblants de compétences étrangères pour justement venir nous apprendre à comment gérer nos déchets, alors que depuis des centaines d'années, on gère nos déchets. Vous voyez la Casbah, par exemple, comment on gérait les déchets par des techniques ancestrales, comment on utilisait le couffin, justement, qui est durable et renouvelable, comment on faisait. Et là, personne nous a appris cela. Là, maintenant, depuis des années, ils importent des soi-disant experts pour nous faire apprendre à comment gérer nos déchets. On a des compétences algériennes, on a des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs à l'université qui peuvent trouver des solutions. Il faudra juste les entendre et appliquer leurs conseils. Leurs conseils. Voilà. Madame Besma Belbdjaoui, merci beaucoup d'avoir été notre invitée à l'entretien aujourd'hui. Merci à moi. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.